Et puis la lecture, ça nous permet bien sûr de nous libérer aussi, hein, et c'est Bénédicte Fischer aujourd'hui qui va nous proposer un livre. Bonjour Bénédicte. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour Bénédicte. Alors on parle des rêves et des fantasmes aujourd'hui. Je vous propose de vous parler d'une grande figure de la littérature, érotique mais pas que, qui a su suivre ses rêves justement et ses fantasmes pour se réaliser. Anaïs Nin, à travers ce très bel album, un roman graphique intitulé Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff, paru l'année dernière aux éditions Casterman. C'est joli en tout cas. Oui, il est très très beau. Oui, tenez, oui. je vous le passe. Merci. Je regarde. Alors justement, les rêves, les fantasmes peuplent la vie d'Anaïs Nin. Et parce qu'elle a su les écouter et les vivre, elle est devenue la femme libre que l'on connaît. L'album l'illustre parfaitement d'ailleurs. Léonie Bischoff a choisi de restituer la vie d'Anaïs Nin, inspirée de ses journaux entre 1928 et 1934, une période pendant laquelle elle vit en France, à Louvciennes, près de Paris. Et ce sont des années où la femme se cherche, où l'artiste se forme. Elle est alors mariée à Hugo Geiler, qui est banquier. Elle mène une vie bourgeoise, paisible et rangée, mais elle ne se satisfait pas de cette vie et son quotidien la ronge. Elle a peur de s'enliser, car Anaïs Nin est une artiste en quête de liberté. Elle bouillonne, elle a besoin de vivre intensément. Alors bien sûr, il y a son journal, son double, sa drogue, comme elle l'appelle, dans lequel elle se confie depuis ses 11 ans et qui la maintient debout. Elle a aussi un projet qu'elle nourrit, d'écrire quelque chose, dit-elle, de publiable, et ce sera son premier livre sur D.H. Lawrence. Mais elle est tiraillée par la vie qu'elle mène et celle qu'elle voudrait vivre. Alors bien sûr, elle aime son mari quand même. Elle essaye d'être une bonne épouse, attentive et disponible, mais en même temps, elle rêve de se soustraire aux règles et d'aimer sans contrainte. Des contradictions qui parfois la font se sentir folle. Il faut reconnaître que pour l'époque, c'est déjà être très libre que de formuler ce genre de choses. Exactement, et puis d'écrire aussi. Et la rencontre, évidemment, avec Henry Miller va faire basculer sa vie. C'est d'abord le travail qui les rapproche. Ils passent de longs moments à écrire ensemble. Elle est séduite par son esprit et son talent. Lui, il est subjugué par ce qu'elle écrit, mais décèle en elle un érotisme puissant qu'elle réfrène tout d'abord, jusqu'à ce qu'elle s'abandonne et laisse s'exprimer sa sensualité. Et je vais vous lire un petit passage d'une partie du journal d'Anaïs Nin entre 1932 et 1934 qu'elle intitule Inceste. Hier soir, je cours vers ma passion, Henry, et nous nous offrons une telle orgie d'amour que je n'ai pas envie que ça finisse. Nous en rions ensemble. Il me murmure des mots obscènes et je répète. Ensuite, toujours au lit, nous commentons très sérieusement le livre de Dandieu sur Proust. Et puis aujourd'hui, ici, à Louvciennes, astrologie, à rebours de Huysmans, le théâtre de la cruauté d'Artaud, et des baisers. Henry est assis sur la chaise et je suis sur ses genoux. Et c'est moi qui baise frénétiquement, tandis qu'il est au 7e ciel. Nous restons soudés l'un à l'autre pendant qu'il me porte jusqu'en haut, ce qui me fait perdre la tête. Oui, c'est assez fort pour l'époque. Oui, elle écrit des choses bien plus fortes. Moi, j'aime beaucoup Anaïs Nin. Je suppose que vous aussi, Sophie. Oui. Alors, sa relation passionnée avec Henry Miller va lui ouvrir tout le champ des possibles. Elle s'épanouit dans l'écriture et dans sa vie de femme. Enfin, elle aime sans limite et déploie toute sa sensualité pendant si longtemps réprimée. Elle va tomber d'ailleurs amoureuse de June, la femme d'Henry. Elle va se jeter dans les bras de son cousin homosexuel Eduardo, dont elle était amoureuse jadis, mais qui est fasciné par sa liberté. Et dans le même temps, Anaïs découvre la psychanalyse et entame une analyse tout en couchant aussi avec ses thérapeutes René Alindy et Otto Rank. Alors écoutez ce qu'elle dit en 1970 lors d'une interview sur le rapport qu'elle entretenait avec ses thérapeutes. Les règles n'ont pas été tout à fait suivies, mais comme je disais à quelqu'un à Paris, il ne faut pas blâmer l'analyste, il faut me blâmer à moi, parce qu'une enfant qui a perdu son père est très préoccupée justement de séduire et de charmer tout le monde, parce qu'il faut qu'elle se prouve vraiment que ce n'est pas pour cette raison-là que le père est parti. Alors, ils étaient en face d'un danger. Et ils se sont laissés prendre. Ils sont entrés à l'intérieur du cercle magique. Mais ce n'était pas leur faute et c'était certainement une chose que, inconsciemment, était très nécessaire que le docteur dise justement
mais non, vous n'êtes pas laide, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. C'était ma faute, au fond. En tout cas, c'est touchant d'entendre la voix de Anaïs Nin. Oui, merci Bénédicte. Je vous en prie. Alors, elle minimise vraiment la relation parce que dans son journal, elle raconte vraiment la relation qu'elle a eue avec Alain Di, et puis aussi on le voit dans l'album, la relation avec Otto qui était quand même très très puissante charnellement quand même. Il s'est passé des Alors choses. c'est sûr que sur un plan éthique, Sophie Cadalen, un patient et un analyste n'ont pas couché ensemble. Non. Bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est la... Enfin, en tout cas de cette voix effectivement très touchante d'Anaïs Nin, c'est son petit ton gourmand, son petit rire, absolument pas coupable à dire c'est ma faute. Oui, elle n'est pas coupable, et cependant dans le journal, elle est très contradictoire en fait. Il y a des passages, des moments où on ressent cette culpabilité, et puis le lendemain elle envoie tout valser. Oui, je crois que ça reste pas trop longtemps. C'est pas très long. Alors, dans l'ouvrage, dans l'album Anaïs Nin sur la mère des mensonges, on arrive à l'inceste qu'elle revit avec ce père, qui l'avait probablement abusé. Je dis probablement parce qu'on n'en est pas certain. Dans les journaux, elle ne le décrit pas strictement, mais il y a quand même... malheureusement, il y a malheureusement une malchance que ce soit arrivé. Donc abusée lorsqu'elle était enfant. Avant de l'abandonner, on l'a entendu, elle était très perturbée par le manque de père. Et Léonie Bischoff n'a pas voulu passer sous silence cette séquence parce que ça figure bien dans le journal. Et c'est une séquence qu'elle va dessiner en négatif. Les dessins sont en couleur sur un fond noir, contrairement à tout le reste de l'album qui est sur fond blanc avec beaucoup de couleurs. C'est très coloré, il y a beaucoup de volutes. Ça rappelle l'Art Nouveau. C'est l'aigle noir en quelque sorte. Exactement, oui. Alors en vivant cette sulfureuse relation avec son père, on peut se demander si Anaïs Nin n'aurait pas essayé de réparer son enfance traumatisée, ou peut-être aurait-elle menti dans son journal, car le mensonge est prédominant dans la vie de l'auteur. Elle ment à tout le monde, à son mari, à ses amants, pour les protéger, dit-elle. Anaïs Nin n'est pas une femme de morale. Ce qui compte pour elle, c'est vivre ses désirs, vite, et écrire. Alors elle vogue sur une mer de mensonges. En tout cas, ces années 30, décrites dans cet ouvrage, marquent la métamorphose d'Anaïs, qui se libère, animée par son besoin d'émancipation et de créativité et l'affirmation de sa sensualité. Léonie Bischoff livre le portrait d'une femme complexe, multiple, qui reste toutefois, à mon sens, toujours ambiguë et énigmatique. En tout cas, c'est tout à fait intéressant. Et puis en bande dessinée, ça se lit beaucoup plus légèrement. On est vraiment dans une petite période, mais c'est une période très importante qui est révélatrice de ce qu'elle portait tout au fond d'elle-même et qu'elle a réussi à exulter, en fait. Mais merci, mais je vous en prie, avec Bénédicte plaisir. Fischer, merci beaucoup de nous avoir rappelé à quel point cette femme était aussi d'avant-garde pour son époque. C'était une femme libre. Oui, et c'est peut-être ça d'ailleurs la liberté, c'est de se déjouer l'obligation de vérité. Même si elle s'est trouvée elle-même empêtrée dans ses mensonges. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Oui. Puis j'adore les menteurs qui disent c'est pour protéger les autres. C'est la bonne facile. formule, bien sûr.